Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir et bienvenue en direct de l'auditorium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Nous sommes toujours à distance, donc nous prenons toutes vos questions et tous vos commentaires sur le chat de la chaîne YouTube. Nous nous retrouvons ce soir pour la deuxième séance du cycle des robots en milieu extrême. La semaine dernière, nous avons découvert les robots de Bernard Foin sur la Lune. La vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. Et ce soir, je vous invite à découvrir des robots sous-marins avec Frédéric Boyer. Frédéric, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir, malgré la distance, bien sûr. Frédéric, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes bioroboticien, vous êtes professeur à l'IMT Atlantique. Et ce soir, vous allez nous parler de vos robots sous-marins. Vous allez nous parler du sens électrique de certains poissons, de vos projets et de la recherche actuelle à ce propos. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors sur scène, on a un léger écho. Merci beaucoup. Je vais vous transmettre les questions des auditeurs et des auditrices après votre présentation. Et donc, je vous laisse la parole pour votre conférence. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci. Merci. Donc, merci à vous, merci à la Cité des Sciences, merci pour votre invitation. Donc, en effet, je vais vous parler de robots bio-inspirés. Le titre est un petit peu ronflant. Bon, Venise, des robots s'entraînent dans la lagune. Vous comprendrez, et ça viendra à la fin de mon exposé, que c'est lié à les derniers résultats qu'on a obtenus sur un projet européen dont le but était de faire des robots capables de naviguer dans la lagune. Le titre, plus modestement, et qui est plus adapté à ce que je vais raconter, c'est, on va dire, le sens électrique, un sixième sens pour la robotique sous-marine. Je ne suis pas le seul à travailler sur ce sujet. Mon collègue Vincent Le Bastard travaille activement avec moi. Il est aussi l'IMTA, sans compter toutes les personnes qui ont travaillé avec nous sur les différents projets dont je vais vous raconter un petit peu les résultats à présent. Voilà. Bon, alors je vais commencer par qu'est-ce que c'est que la biorobotique, hein, donc, si je devais passer un message qui m'est personnel, mais tous les gens avec qui j'ai travaillé sur ces sujets le partagent, je pense, c'est une idée un peu qui va, on va dire, à rebours de l'idée de l'animal-machine de Descartes, qui considère que les animaux sont des machines. Aujourd'hui, on pourrait dire les animaux sont des algorithmes. Donc évidemment, ce n'est pas le cas. Et la preuve en est, c'est que nos machines, même les plus perfectionnées, les plus chères, les plus techniquement évoluées, sont loin d'égaler les performances des animaux. Alors en robotique, aujourd'hui on parle énormément d'intelligence artificielle, le mot intelligence est un peu galvaudé. En robotique, le mot clé et le graal de la robotique, c'est pas forcément l'intelligence, c'est plutôt l'autonomie. Et il se trouve que les animaux, dans leur niche écologique, sont autonomes, bien mieux, bien plus que nos robots, qui en général obéissent à des logiques planifiées et sont assez inadaptés dès qu'on change légèrement, qu'on perturbe un peu leur environnement. Donc j'ai pris l'animal que j'ai choisi de représenter, c'est une fourmi, parce que c'est un animal qu'on écrase en général, voilà, qui est extrêmement simple, qui a quelques neurones, et pourtant qui fait des choses extraordinaires. Et si on parle d'autonomie, c'est un animal qui est beaucoup plus autonome, comme je vous l'ai dit, que beaucoup de nos robots extrêmement chers. Alors, pourquoi aussi je l'ai choisi? Parce que il représente d'autres formes d'intelligence que la biorobotique s'est attachée finalement à explorer. Donc, on parle de rupture de paradigme, de changement de paradigme. Et en particulier, l'intelligence qu'on appelle l'intelligence du corps, c'est-à-dire que chaque fourmi individuellement, mais chaque animal, tel que nous aussi, on utilise notre corps et les interactions de notre corps avec son environnement de manière à régler tout un tas de problèmes qui, pour une machine planifiée, seraient considérés comme des problèmes de calcul, de planification, etc. Donc, je prends un exemple. Aujourd'hui, quand je me déplace dans ma maison, c'est votre cas aussi, vous n'êtes pas toujours en train de penser à ceci. Bon, par exemple, vous voulez éviter une chaise, vous n'êtes pas en train de vous dire ceci est une chaise, je l'évite, je passe à gauche, etc. Tout ça est fait de manière inconsciente et
c'est votre corps finalement qui agit. Et vous, ça vous permet de penser à autre chose et à consacrer votre cerveau à ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire l'abstraction, les représentations symboliques, etc. Donc l'idée de la biorobotique, c'est d'exploiter ces formes d'intelligence, comme l'intelligence du corps, on parle d'intelligence incarnée, de manière à libérer les calculateurs qui vont représenter un peu le cerveau de toutes ces tâches encombrantes et de pouvoir les consacrer à ce à quoi ils sont dédiés, c'est-à-dire le calcul, ces représentations abstraites de l'environnement et la décision, en fait. Les décisions. Alors, j'ai aussi choisi la fourmi parce que la fourmi, on sait bien que ce n'est pas un être isolé. Et il y a une autre forme d'intelligence qui est l'intelligence collective. On sait qu'individuellement, les fourmis sont assez stupides, on va dire, même si elles sont très intelligentes du point de vue que je viens de raconter. Mais collectivement, elles s'organisent comme un être entier et autonome et sont capables de faire des choses incroyables. Elles ont inventé l'esclavage, elles ont inventé l'agriculture, elles ont inventé l'élevage, enfin, bien avant les hommes. Donc voici d'autres formes d'intelligence que celle qui fait que, par exemple, un joueur d'échecs est un virtuose dans son domaine et qui force le respect pour le roboticien. Donc, si je devais dire ça, la biorobotique vise, d'une manière un peu lyrique, à insuffler à nos machines le génie de l'animal. C'est ce qu'on aimerait faire, et on est loin d'avoir atteint ces buts. Je vais vous faire voir l'un des plus beaux robots, peut-être bio-inspirés, qui est fait à l'EPFL par l'équipe de Hawkisper, qui est un robot nageur sur lequel on travaille, puisque nous avons commencé à travailler sur la nage. Ça a été notre premier sujet. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec ce groupe. On a étudié l'hydrodynamique de la nage, les modèles, les lois de commande. Ici, c'est une loi de commande qui d'ailleurs a été faite par des collègues de Grenoble, l'équipe de Mazen Alamir, dans un projet qui s'appelait Rameau. Voilà, et qui est implanté ici sur ce robot. Ok, donc mon sujet, c'est pas la nage, j'aurais pu en prendre d'autres, le vol battant qu'on a étudié, ou la reptation des serpents. Bon, il y a plusieurs sujets comme ça liés à la locomotion. Ici, ce dont je vais parler, c'est un sujet qui tourne autour plutôt de la perception. Et je vais parler de ce sens, donc cette espèce de sixième sens qu'on appelle le sens électrique. Donc je vais commencer évidemment par qu'est-ce que le sens électrique dans la nature. Alors c'est déjà un sens qui a été inventé 2 fois par la nature, une fois par des poissons sud-américains et une seconde fois par des poissons africains. Il n'a jamais été inventé, il n'est jamais apparu en Asie. Ce sont des poissons tropicaux, donc il a été inventé 2 fois indépendamment, donc ça veut dire que c'est quand même une bonne solution pour percevoir son environnement. Donc qu'est-ce que c'est que le sens électrique? Donc c'est un sens qui est pratiqué par des poissons qu'on appelle des poissons qui pratiquent le sens électrique actif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent un champ, en fait, on peut les considérer comme des piles avec un pôle plus, un pôle moins. Le pôle plus, ça va être l'organe électrique qui va se polariser par rapport... Donc, il y a une différence de potentiel qui se crée, comme dans une pile, par rapport au reste du corps. Et cette polarisation, cette différence de potentiel va créer donc un champ autour du poisson. Comme l'eau, évidemment, les eaux sont conductives, donc ce champ électrique va lui-même créer un champ de courant électrique qui donc émane de cet organe qu'on appelle l'organe électrique et qui se redirige, qui est refocalisé par le reste du corps. Et donc là, ce que l'on voit, c'est une section du champ. Chaque ligne est une flèche du champ électrique. Mais il faut imaginer que tout ça est en 3 dimensions. J'aurais pu prendre d'autres plans qui passent par le poisson et on aurait eu des figures similaires. Donc en fait, c'est une bulle. Ce champ électrique, c'est une bulle de toutes ces flèches-là qui émanent donc de cet organe électrique et qui reviennent vers le corps du poisson. Alors ensuite, ce corps, il est recouvert d'une peau
et cette peau est elle-même piquetée de petits capteurs qu'on appelle des électrorécepteurs et qui vont mesurer les champs qui reviennent sur le corps du poisson qui traverse la peau. Donc cette peau, on peut la voir comme une rétine électrique, où les photorécepteurs de notre œil, par exemple, sont remplacés par ces électrorécepteurs. Donc en fait, ce corps, c'est une rétine mobile, déformable, sur laquelle se projettent des images électriques de l'environnement, et le poisson est capable d'interpréter ces images. Alors la première règle, c'est que si je mets un objet dans le champ électrique, eh bien cet objet va perturber le champ, et ce que va mesurer le poisson, c'est la différence entre les courants qu'il émet sans objet, qu'il a mémorisé par apprentissage, et les courants qu'il mesure dans la situation où il y a l'objet, où l'objet est présent. Et à partir de la différence de ces courants, mesurés par la peau, il est capable de reconnaître les objets. Alors reconnaître, on verra que ça veut dire savoir où ils sont, donc les localiser, connaître leur forme, leur couleur électrique, c'est-à-dire est-ce que ce sont des isolants, est-ce que ce sont des conducteurs, leur nature, propriété électrique, et puis leur taille. Enfin, avec ce sens, ces poissons sont capables de naviguer dans des environnements saturés d'obstacles. Typiquement, leur habitat naturel, ce sont des forêts tropicales inondées la moitié de l'année, et ils se déplacent dans des dédales de racines, de plantes, etc. Donc ce sont des poissons qui vivent dans des milieux extrêmement confinés, et qui plus est, les eaux dans lesquelles ils sont capables d'utiliser ce sens, sont des eaux qui sont troubles, voire boueuses. Donc en fait, il n'existe aucun autre sens dans la nature qui est capable de faire ceci. Donc c'est un sens de courte portée, ça ne vous permet pas de voir loin. Il existe une autre modalité du sens électrique qu'on appelle le sens passif, qui est pratiqué par les requins, où cette fois-ci, les requins, les raies, où cette fois-ci, les poissons ressentent le champ électrique qui n'est pas produit par eux-mêmes, mais qui est produit par des objets externes, donc typiquement des proies. Chaque animal vivant dans l'eau émet un champ, et donc les requins sont capables de les détecter. Donc cette modalité du sens, qu'on appelle le sens passif, a une portée un peu supérieure au sens actif. Le sens actif que je présente là, essentiellement, donc la portée, c'est à peu près de l'ordre de la longueur du poisson. C'est-à-dire, si je mets un objet qui est dans une bulle de taille, la longueur du poisson, le poisson ressent cet objet. Et c'est tout à fait suffisant. Vu les environnements dans lesquels ces poissons vivent, ce n'est pas la peine qu'ils voient très loin. OK. Donc là, je détaille un petit peu le principe. Donc j'ai représenté un poisson qu'on appelle le poisson éléphant. Il y a deux types de poissons électriques. Ceux qui émettent des signaux ondulants, on va dire des champs électriques qui ondulent au cours du temps, et puis ceux qui émettent des pulses. Si je traduis ça en son, si je fais un son, un champ ondulant, ça ferait 1 à une même fréquence. Et puis, si je traduis en son les pulses de ces poissons, comme celui-ci, ce poisson éléphant, ça ferait tchup, 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 comme des flashs, qui ressemblent un peu finalement au chirp des chauves-souris. Donc ici, on voit, j'ai représenté ici la différence de potentiel entre l'organe de décharge et le reste du corps, les deux pôles de cette pile vivante. Et au cours du temps, on voit ces pulses. Chaque raie représente une pulse. Si je l'agrandis dans le temps, on voit qu'elle a cette forme. On dit que c'est une forme diphasique. Il y a 2 vagues comme ça. Et quand le poisson émet son champ, et que donc le champ, comme j'ai dit, est réattiré par la peau, comme une espèce de lentille qui courbe les rayons qui ne sont pas ici lumineux, mais qui sont électriques, et qui les focalise. Et en traversant un objet, ce champ est déformé, ce signal est déformé. Alors, il est déformé en amplitude. Typiquement, si l'objet est conducteur, l'amplitude augmente parce que les lignes de champ sont focalisées par l'objet qui est plus conducteur que l'eau. Et si l'objet est isolant, diminue
parce que les lignes de champ sont dans ce cas-là s'écartent autour de l'objet qui est moins, elles ont tendance à passer par l'eau, qui est plus conductrice que l'objet. Mais il y a aussi des variations en temps, hein, c'est-à-dire que l'objet va aussi déformer, distordre en temps, temporellement, ce signal. Donc cette modalité, c'est ce qu'on appelle les effets capacitifs, et souvent on dit, enfin les biologistes utilisent les différences d'intensité, c'est des niveaux de contraste, en noir, blanc. Noir, c'est un objet conducteur, blanc, un objet isolant, puis il y a toute la gamme de gris entre les deux, sachant que la transparence, c'est quand l'objet a la même conductivité que l'eau. Et donc, dans ce cas-là, le poisson ne le voit pas. Et puis, ces déformations temporelles, on peut dire que c'est les couleurs. Donc, c'est le contenu fréquentiel, en fait, du signal. Et on peut dire que le poisson voit aussi des objets en couleur. Alors, il se trouve que tous les objets vivants vont déformer en temps les signaux, alors que les objets morts, les métaux, les plastiques, ne vont pas affecter cette modalité temporelle, de la forme temporelle des signaux émis. Et donc, on peut dire que le poisson, ce qu'il voit, c'est une métaphore, hein, il voit des objets vivants en couleur sur un fond noir et blanc. Bon, d'autres choses que je pourrais dire, la projection, enfin ce qu'on appelle la tâche électrique ou l'image électrique, c'est ce que reçoivent les électrorécepteurs. Hein. Ici, j'ai représenté ça comme une tâche continue. En fait, c'est discret. Hein. Eh bien, si je fais une coupe, vous voyez la petite flèche bleue, là, je fais une coupe et je représente l'intensité du signal, eh bien, ça a une forme typique de ce qu'on appelle le chapeau mexicain. Donc, il y a ici l'objet est conducteur et donc il y a une intensification des courants à son centre et puis une raréfaction sur les bords, ce qui crée cette espèce de courbe incurvée. Alors, les biologistes ont beaucoup étudié ces images électriques et, par exemple, ils ont pu conjecturer ce qu'on appelle des indices, des indices de perception. Par exemple, le rapport entre la hauteur maximale du chapeau sur la pente maximale est un indice qui va vous donner la distance entre la peau au droit, hein, en suivant un rayon perpendiculaire à l'objet, indépendamment de la taille de l'objet. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Enfin, bon, c'est intéressant. Dès qu'on peut dissocier certaines propriétés en combinant les mesures d'un capteur, c'est ce qu'on appelle donc des invariants, c'est quelque chose d'extrêmement précis à faire, typiquement de la robotique. Une autre chose peut-être à dire, c'est que contrairement à l'œil, j'ai parlé que ces peaux électriques étaient comme des rétines électriques, hein. Eh bien, contrairement à notre œil, pour reprendre cette métaphore avec la vision, ce sens n'a pas de mécanisme prérécepteur comme l'est, par exemple, le cristallin de notre œil, qui permet de focaliser l'image optique, cette fois-ci, sur la rétine. Donc, en fait, la conséquence, c'est que ces images électriques, telles que je les dessinées d'ailleurs ici, elles sont fondamentalement floues. Et la manière dont les poissons les exploitent pour pouvoir percevoir l'environnement est du coup largement mystérieux et encore un sujet extrêmement actif de recherche en biologie. Alors, une des choses les plus remarquables que ces poissons sont capables de faire, hein, donc ils naviguent sur de longues distances, de nuit, dans des milieux extrêmement troubles, comme j'ai dit. Ils sont territoriaux, ils font des parades nuptiales, ils sont grégaires, ils échangent entre eux, ils peuvent reconnaître leurs proies, les prédateurs, enfin leurs congénères, etc. Mais si on les met en laboratoire, ils sont capables de faire une chose vraiment extrêmement étonnante pour nous. Ils sont capables de reconnaître des objets, donc de forme, de taille et de matériaux constitutifs variables. Donc ici, vous voyez une expérience qui a été faite à Bonn par Gerhard van der Emde, l'un de nos anciens partenaires. Donc c'est quoi la situation? Vous avez un aquarium, donc ici il est divisé en deux parties, et la deuxième partie est elle-même divisée en deux chambres, et le poisson est isolé de ces deux chambres, et à un instant T,
on ouvre les deux trappes et le poisson doit reconnaître entre, par exemple, un cube ici et un ellipsoïde. Et s'il reconnaît le bon objet, on le nourrit. Sinon, il est chassé. Et au bout de quelques jours, le poisson est capable d'apprendre à reconnaître donc ces objets. Et là, on peut faire plein de tests avec des objets de taille variable, de matériaux différents et de formes différentes. Alors, ça paraît simple pour l'œil de faire la différence entre un cube et une sphère, par exemple, mais pour les images électriques, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est-à-dire que si on regarde des modèles mathématiques de la réponse électrique de cet objet, un cube et une sphère, on s'aperçoit qu'il faut énormément ça va se présenter comme une somme de plusieurs termes, ce qu'on appelle une série, un peu comme une série de Fourier. Et en fait, il faut énormément de termes dans cette série pour pouvoir faire la différence entre ces deux formes. Donc en fait, autant pour l'œil, la présence des arêtes du cube, c'est quelque chose de très différenciant par rapport à une sphère, autant pour le sens électrique, qui a tendance à gommer les arêtes, c'est que ce sont des objets qui sont très proches. Donc, c'est quelque chose qui interpelle les physiciens et aussi les mathématiciens. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un problème inverse, j'en parlerai un peu plus tard, et ce sont des sujets très étudiés en mathématiques, et ces poissons sont d'excellents mathématiciens, à la pointe même de ce qui se fait de mieux sur le sujet. Donc ici, je vous fais voir un petit peu cette expérience en direct. Je ne vous ai pas menti, le poisson est récompensé. D'ailleurs, celui-ci était très excité quand il avait trouvé la bonne solution, il renversait l'objet. Bon, donc, voilà, maintenant, je pense avoir un peu introduit les raisons de ce qui fait que les ingénieurs et les roboticiens en particulier s'intéressent à ce sens. Donc, je vais parler du sens électrique artificiel et je vais rappeler un peu et détailler un peu ces raisons. Donc, il n'existe pas, la raison essentielle, c'est qu'il n'existe pas de capteur capable d'équiper des robots sous-marins dédiés à la navigation dans des espaces confinés, baignés par des eaux troubles. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, typiquement, le sonar échoue, rencontre des difficultés parce que dès que vous avez des parois qui sont proches ou les eaux qui sont de faible profondeur ou que vous avez beaucoup d'obstacles autour d'un robot équipé d'un sonar, eh bien, les obstacles vont renvoyer des échos multiples et au bout il faut imaginer comme une balle rebondissante, dans une boîte à chaussures, un signal acoustique émis par le sonar, ça se réfléchit sur les objets. Au bout de plusieurs rebonds, vous ne pouvez plus interpréter le signal. Donc, pour les mêmes raisons, bien la vision, pour des raisons cette fois-ci beaucoup plus compréhensibles, la vision échoue évidemment. Ces milieux sont essentiellement opaques. Donc, les eaux troubles dont j'ai parlé, ce sont des eaux boueuses. Et voilà le type de système industriel dans lequel on peut utiliser le sens électrique. Évidemment, la vision ne peut opérer dans ces conditions. Donc, c'est ça, les motivations de ces recherches. Le sens électrique, donc, a priori, offre de nouvelles perspectives dans ce domaine. Il a d'autres avantages pour le roboticien. C'est un sens qui est omnidirectionnel, contrairement à la vision ou le sonar, où vous regardez dans des directions données. Ici, je vous ai parlé d'une bulle avec des images qui se projettent dans toutes les directions sur la peau du poisson. Et donc, c'est un sens éminemment omnidirectionnel. Il est de courte portée, ce qui est un avantage dans les conditions dont j'ai parlé. Et il a une très bonne résolution et il est très peu coûteux. Donc, ça, par rapport à un sonar, typiquement, ou une caméra même, ça vaut rien. C'est pas cher. Il a plusieurs modalités, donc il peut être utilisé en mode actif, j'en ai parlé, c'est le cas nominal qu'on étudie, et puis en mode passif, un peu comme les requins, donc on va ressentir les champs électriques externes. Et puis, donc, on peut le voir comme la vision, il partage
points communs avec la vision. J'ai parlé de rétine électrique, j'ai utilisé des métaphores autour de la vision, mais il a une autre modalité qu'on appelle la modalité haptique, c'est-à-dire que l'on peut voir le champ électrique comme une espèce de corps immatériel qui entoure le corps réel du poisson, une espèce de peau électrique invisible, et dès que l'on approche un objet, eh bien, le poisson ressent le contact avec cet objet au travers de ce champ électrique. Donc, dans ce cas-là, il s'apparente plus à l'haptique, c'est-à-dire au sens du toucher. Donc, cette modalité qui est très utile pour l'évitement d'obstacles, par exemple, dans ces milieux extrêmement encombrés, eh bien, vous verrez qu'on l'a exploité récemment. Ok, donc sur la base de ces constats, donc deux types de technologies ont été proposées, une par des Américains, le groupe de McKeever, et puis une autre par notre groupe qui avait été constitué autour d'un projet qui s'appelait donc le projet Angels, un projet pluridisciplinaire dont je parlerai. Donc ces deux technologies, elles ont des points communs. Donc tous ces robots, alors ici ce que vous voyez, c'est des capteurs, c'est pas vraiment encore des robots. Donc ce sont on parle de sondes aussi. Donc ce sont des objets qui ont une forme axisymétrique, des cylindres constitués d'une coque isolante en plastique, qui a une symétrie. Donc comme ils sont axisymétriques, en particulier, ils ont une symétrie gauche-droite. Donc ça c'est extrêmement important, comme on verra. Donc, je parlerai de symétrie bilatérale. Alors, le principe d'émission, dans les deux cas, vous avez une électrode qui est à la queue du robot, une électrode, ici il y en a deux qui sont à la tête du robot, et que vous mettez sous tension. Donc, ça crée ce champ électrique autour du robot. Ici, c'est pareil. Voici la queue, voici la tête. Et on va mettre sous tension cette électrode par rapport à toutes les autres. Donc, c'est un pôle de la pile et les autres, ça constitue l'autre pôle, un peu comme le corps et l'organe de décharge dont j'ai parlé précédemment. Donc, dans les deux cas, on impose une tension qui est une tension sinusoïdale, une vague. Donc, c'est le cas des poissons qui font dont j'ai parlé tout à l'heure, les waves, on dit en anglais. Et le principe, ce qui change entre les deux technologies, c'est le principe de réception. Dans un cas, on mesure les potentiels, et puis ici, on va mesurer les courants. Donc ça, c'est la technologie que je vais utiliser dans la suite. Je mesure les courants exactement comme le poisson le fait. Ces courants dont j'avais parlé, qui traversent la peau, eh bien, on les mesure par les courants qui vont pénétrer ces électrodes. Donc ici, les courants vont partir de la queue et vont pénétrer ces anneaux. Et je vais mesurer les courants qui traversent ces anneaux, sachant que, si vous le voyez, ces anneaux sont segmentés en sous-électrodes qui permettent d'avoir des mesures des courants qui sont indépendantes les unes des autres. Ici, il y a gauche, droite, haut, bas. Voilà le capteur le plus simple qui basé sur cette techno, c'est un capteur oculaire. J'utilise souvent des métaphores de vision. Donc, vous avez l'électrode, l'organe de décharge électrique, donc c'est l'électrode émettrice que je vais mettre sous tension par rapport aux deux autres, et je vais faire une mesure gauche et droite des courants qui vont traverser, qui vont re-rentrer dans ces deux électrodes, deux récepteurs. Donc cette technologie reproduit le principe du sens électrique du poisson. Donc le principe, je peux le rappeler ici. Donc, à partir de ce capteur, je mets sous tension mon capteur. Ceci crée un champ électrique, et donc un champ de courant qui émane de l'émetteur et qui rejoint les récepteurs. Ce champ électrique va être perturbé par la présence d'un obstacle. Donc, il faut imaginer ici que les électrons qui sont à l'intérieur, par exemple, de cet objet conducteur, vont tous migrer d'un côté, un pôle, et puis de l'autre côté, il va y avoir une raréfication des électrons, donc on va avoir un plus et un moins, aux deux pôles opposés de cet objet. Donc, ça crée une petite pile, une pile secondaire, qui elle-même va réémettre un champ, qu'on appelle le champ réfléchi. Donc ici, je vois ce champ, c'est-à-dire que j'ai retiré le champ de départ émis par le poisson, j'ai fait une soustraction, et ce que l'on montre, c'est juste le champ
réfléchi par l'objet. Et ce que ressent notre capteur, ça va être les courants qui pénètrent ces deux électrodes, typiquement, et qui sont les courants de ce champ secondaire réfléchi. Ok, donc sur la base de cette technologie, on a développé au cours de nos projets un laboratoire qui est dédié à l'étude de ce sens. Donc ici, vous voyez un cube, ça c'est un cube d'eau douce, on en a un second, enfin un aquarium plus grand maintenant qui est pour l'eau de mer, au-dessus duquel vous avez une espèce ce qu'on appelle un robot cartésien, c'est un robot XY, et qui permet un peu comme les deux rails des imprimantes, et qui permet de déplacer des poutres, enfin des sticks, des bâtons, au bout duquel on attache des sondes. Vous mettez des objets dans l'aquarium, on a mis, vous verrez, des labyrinthes, des situations plus ou moins compliquées, et uniquement à partir des mesures électriques enregistrées par la sonde, et avec des algorithmes, évidemment, que l'on étudie et que l'on développe, on peut adresser différents problèmes, comme reconnaître la forme des objets, naviguer dans des obstacles, parmi des obstacles, en les évitant, et d'autres. Ce labo, aujourd'hui, est partagé avec une société qui est une start-up qui a démarré maintenant il y a peut-être 2-3 ans et qui travaille avec nous, son but étant de transférer ses connaissances et ses résultats vers l'industrie. On peut ici utiliser, évidemment, ce setup expérimental pour instrumenter des robots. Ici, un robot que vous verrez plus tard, dans un état un peu plus achevé. Donc maintenant, si je reprends, on a cette technologie, on a ces principes inspirés du vivant, on a ce laboratoire. Donc, quels sont les problèmes que l'on a? L'idéal pour nous, c'est de reproduire le vivant et en particulier de toucher à cette autonomie dont je vous ai parlé, qui est le Graal de la robotique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça va être typiquement d'agir et percevoir de manière adaptée par rapport à l'environnement. Donc, agir, ça va être typiquement se déplacer, par exemple pour trouver des objets d'intérêt, qui vont être, par exemple, des objets conducteurs ou des objets isolants. Donc, on peut assimiler ça par rapport aux poissons à des proies. On peut aussi éviter des objets qui vont être considérés comme des obstacles, tout en cherchant d'autres. On peut aussi des objets, des obstacles, de manière à ne pas se cogner avec eux, donc pour la navigation ou pour explorer la forme de ces objets ou leur propriété électrique. Et puis agir, ça veut dire aussi contrôler les missions. Donc là, on verra quand on aborde la question de la robotique collective, il va falloir contrôler son émission parce que cette fois-ci, on est dans un groupe de robots et si on parle tous en même temps, on ne s'entend plus. Enfin, pour percevoir, donc ça c'est du côté de l'action, du côté de la perception, ce que l'on va chercher typiquement à faire, la première chose, c'est de localiser des objets, les reconnaître, donc leur nature électrique, leur forme, leur taille, interagir avec des congénères, donc typiquement communiquer, je parlais de robotique collective, donc ce sera le sujet. Donc ça, ce sont tous ces sujets, on les a abordés. Alors le sujet ultime que l'on n'a pas encore abordé, c'est construire des cartes. On sait que ces poissons, sont capables de construire des cartes et de naviguer au long cours sans se perdre dans des environnements extrêmement compliqués. Donc, on ne sait pas encore comment ils font. Ok, donc pour aborder tous ces problèmes, ce que l'on va faire, c'est coupler l'action et la perception par ce qu'on appelle des boucles de réaction. Donc ça, c'est vraiment la propriété du vivant et c'est aussi ce qu'on appelle la cybernétique dans le domaine de l'ingénierie. Donc, quand je fais n'importe quoi, quand je conduis, par exemple, je pilote, donc j'agis sur mon volant et j'ai un retour de ce que je fais par la vision, en constatant ce que mes actions ont produit sur mon véhicule par rapport à la route. Et donc, je rétroagis en fonction de ces mesures de manière à corriger mon action et ça me permet donc de naviguer. Donc, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction
la perception est renvoyée sur l'action de manière à être adaptée pour obtenir les objectifs attendus. Donc, typiquement, par exemple, conduire sur une route. Donc, le premier sujet dont je vais parler, c'est la navigation. Donc, c'est un sujet qui a été initié dans un projet qu'on a piloté, qui s'appelait le projet Angels. C'est un projet Future Emerging Technologies, c'est un projet de l'Europe. Et le but de ce programme européen, c'est de financer des projets complètement crazy. Enfin, l'idée, c'est vraiment de se décomplexer, de se désinhiber et de faire des... Alors évidemment, on n'atteint pas les objectifs ultimes, mais par contre, en chemin, eh bien, on fait des percées technologiques et pas seulement, hein, d'ailleurs aussi fondamentales. Donc ici, le côté fou de ce projet, c'était de fabriquer un robot anguille. Donc là, j'ai mis trois modules, mais en fait, il y en avait 9, capables de se détacher en petits modules, chacun piloté par des propellers, hein, des hélices. Et chaque petit module était équipé du sens électrique. Hein. Ce sont les électrodes que vous voyez ici. Et ces modules étaient capables de naviguer donc comme des petits robots dans des environnements confinés avec le sens électrique uniquement, et aussi de se réattacher dans cette entité anguilliforme ou serpentiforme, de manière ensuite à onduler et de se déplacer un peu comme le robot que j'ai utilisé en introduction, qui est à l'EPFL, donc comme un robot nageur anguilliforme. Donc avec finalement différents types de morphologie et de modes de locomotion. L'un pour se déplacer sur les longues distances, et un autre et dans les milieux ouverts, et un autre pour se déplacer dans des environnements confinés et explorer des détails de cet environnement. Donc, juste pour dire, alors il y a une équation, mais l'équation n'a aucun intérêt, c'est juste pour dire que c'est compliqué. Donc, l'approche de l'ingénieur pour résoudre ce problème, et même tous les autres hein, dont j'ai parlé, reconnaissance de forme, etc., ça serait de résoudre ce qu'on appelle un problème inverse. Alors, qu'est-ce que c'est un problème inverse ? Je vais le donner pour les problèmes qui nous concernent. Hein. Donc, imaginez que j'ai mon capteur que je mets sous tension, donc c'est pour ça que c'est rouge ici et c'est bleu. J'ai des objets qui sont dans une enceinte, qui va être typiquement mon aquarium. Des objets sont isolants, ils dévient les lignes de champ. D'autres sont conducteurs, ils les focalisent. Donc voici le problème. J'impose une certaine tension à mon capteur. Je relève les courants qui traversent mes électrodes réceptrices, donc les courants qui me reviennent, et à partir de la mesure de ces courants, je dois reconstruire l'histoire de ce qu'ils ont vécu entre le moment d'émission et la réception, c'est-à-dire bien reconstruire la géométrie de la scène, savoir où sont les objets qui y sont, etc., les frontières, etc. Donc, reconstruire une carte, en fait, hein, ce qu'on appelle une carte. Alors, la carte, c'est typiquement une carte de conductivité. C'est ce qui est écrit ici, gamma. Alors, ce problème inverse, hein, ça, c'est un problème, et c'est un problème inverse. On remonte, vous voyez on part des effets qui sont les mesures, et on remonte aux causes qui les ont produites, qui est la scène. Donc, c'est un problème inverse qui est bien connu dans la communauté scientifique sous le nom de tomographie d'impédance. Un autre type de problème inverse qui ressemble à celui-ci, c'est ce que l'on voit, toutes ces images de l'activité électrique du cerveau. Hein, quand on met des électrodes sur le scalp et qu'on enregistre, alors cette fois-ci on est en mode passif, on enregistre l'activité électrique des paquets de neurones du cerveau et on fait une imagerie de cette activité. Donc, ce sont des problèmes qu'on appelle problèmes de tomographie d'impédance, qu'on retrouve donc en imagerie médicale, pour lesquels il y a beaucoup de résultats. Ce sont des problèmes qui sont réputés difficiles. On les appelle mal posés, mal conditionnés. Bon, donc, c'est des mots un peu techniques, mais qui veut dire qu'ils sont très difficiles. Et les résultats, pour les algorithmes qui existent, mis au point par ces communautés, sont trop lourds pour être utilisés en ligne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser sur un robot qui doit prendre des décisions en temps réel. Donc, quel est le moyen de s'en sortir? Et c'est un bon exemple de ces autres façons d'être intelligent dont j'ai parlé au début, l'intelligence du corps, l'intelligence collective. Donc, c'est typiquement ce que l'approche bio-inspirée peut apporter quand on rencontre ce genre de difficultés pour l'ingénieur. Donc, pour dépasser cette difficulté,
et donc naviguer sans résoudre ces problèmes inverses qui sont insolubles en temps réel. On va revenir sur le vivant et on va faire ce que l'on appelle, on va exploiter les synergies, donc les interactions bénéfiques entre l'action et la perception. Donc typiquement, tout à l'heure, j'ai dit, en parlant de la boucle de rétroaction, que la perception est utilisée pour corriger l'action. Donc ça, c'est typiquement le point de vue de la cybernétique, de l'ingénieur. Il se trouve que dans la nature, l'action est aussi utilisée pour enrichir la perception. Typiquement, quand vous, par exemple, pour un sens qui est le sens haptique, le toucher, vous voyez bien que quand vous fermez les yeux, vous explorez la forme géométrique d'un objet, vous allez bouger. Donc vous agissez de manière à prendre de l'information sur le contact que vous renvoient vos mécanorécepteurs. Donc en fait, il n'y a pas seulement cette idée de la voiture avec la vision où je corrige mes actions à partir de ce que ma vision me renvoie, mais il y a aussi le fait que je vais agir comme quand je touche un objet, de manière à apprendre des choses, à enrichir ma perception. Et on s'est aperçu que si entre les deux, on utilise la bonne morphologie, c'est-à-dire le corps, la bonne forme du corps, eh bien typiquement, on est capable de naviguer, dans notre cas, typiquement, sans aucun modèle, sans résoudre ce problème difficile et même sans aucun modèle de la scène qui nous environne. Donc on voit que tout ça, ces boucles synergétiques entre action-perception et avec la morphologie au milieu, c'est ça qui a été encouragé par l'évolution naturelle. Et c'est pour ça que en grande partie, les animaux sont performants. Animaux toujours, je dis, dont nous faisons partie. Donc je parle du toucher, c'est une expérience que l'on peut faire immédiatement chacun. Ok, donc pour le poisson électrique, c'est un peu moins intuitif. Voilà une expérience qui nous a énormément inspiré. Vous mettez un poisson dans un aquarium et tout est éteint, il est dans le noir. Et au milieu de cet aquarium, vous placez un dipôle, donc une petite pile, plus-moins toujours. La pile est éteinte et le poisson navigue tranquillement. Et puis à un instant T, vous allumez la pile, vous la mettez sous tension. Donc ça va créer un champ, toujours, ces lignes de champ là, qui sont les tangentes à toutes ces flèches qui partent de l'émetteur et qui vont au récepteur de cette petite pile. Donc ça crée un champ dans l'aquarium. Et qu'est-ce que fait le poisson? Le poisson n'aime pas sentir un champ autre dans ces conditions parce qu'il interprète ceci comme la présence d'un intrus qu'il cherche à chasser. Donc ce sont des poissons qui sont extrêmement territoriaux. Et comment fait le poisson pour trouver l'intrus? Vous voyez qu'il ne va pas au hasard, il remonte les lignes de champ. C'est-à-dire qu'il suit les courbes de lignes de champ jusqu'à remonter à l'émetteur. C'est ça l'idée. Alors juste pour dire que ça, c'est un sens, c'est la modalité passive du sens électrique. Et c'est exactement ce que font les requins quand ils trouvent leur proie. Quand ils les détectent, quand ils chassent la nuit, eh bien, ils vont remonter les lignes de champ de leur proie jusqu'à les capturer. Bon, encore une équation, mais assez simple. Je me suis permis celle-ci de la donner. Donc, comment ça va s'instancier? C'est très simple pour nous. Je vais reprendre mon capteur, piloter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais piloter la vitesse d'avance de mon capteur, un peu comme une voiture. Et puis la vitesse de rotation, c'est-à-dire que le capteur peut avancer en face de lui et tourner, s'orienter. Donc il peut se déplacer typiquement dans un plan. Je vais dire que la vitesse d'avance est toujours positive, c'est vraiment la version la plus simple de cette idée, de cette instantiation là, de l'observation des poissons. Et puis je vais dire que la vitesse angulaire, elle est proportionnelle à ce qu'on appelle les courants latéraux, c'est-à-dire la différence de courants qui rentrent à droite et à gauche. Et donc, si je prends quelque chose qui est proportionnel, qu'est-ce que va chercher à faire cette loi? Elle va faire en sorte elle va s'arrêter, le capteur s'arrête de tourner sur lui-même dès que les courants sont les mêmes à gauche et à droite. Et dans ce cas-là, il continue à aller en vitesse. Donc en fait, avec une vitesse constante d'avance. Donc en fait, qu'est-ce que fait cette loi? Eh bien, elle s'oriente le long des lignes de champ. Imaginez, si je prends une analogie avec la vision, vous êtes en train de vous déplacer de manière à recevoir la même quantité de lumière à gauche et à droite.
et donc vous êtes en train de suivre les rayons lumineux remonter. Là, la différence, c'est que les rayons sont courbes. Ce sont des rayons électriques, et on a bien vu tout à l'heure qu'ils ne vont pas en ligne droite, ils sont courbes. Donc, n'empêche qu'on va suivre ces rayons électriques courbés, exactement comme le requin de tout à l'heure suivait les lignes de champ pour remonter à leur origine, c'est-à-dire la proie qui les émet. Alors après, on peut faire plusieurs choses. On peut, selon la valeur ici de ce coefficient, qui dépend encore de certaines mesures, on peut encoder des comportements du type très simple, du type, par exemple, chercher des conducteurs, au type des métaux, et éviter des isolants plastiques, verts. On peut éviter tous les objets électriquement contrastés, objets conducteurs et isolants. Dans le premier cas, conducteur, vous pouvez vous dire que c'est des proies, par exemple, en analogie avec le poisson, et puis les isolants, ce sont des obstacles, donc des objets d'intérêt et des obstacles. Alors, ce qu'il faut pour ça, vous voyez qu'il faut une symétrie parfaite entre la gauche et la droite. C'est-à-dire que le capteur doit être parfaitement symétrique pour que quand vous faites la différence entre les courants à gauche et les courants à droite, ce que vous mesurez ne soit pas la forme de votre capteur, mais bien uniquement les asymétries de l'environnement. Donc, vous voyez ici le rôle de la morphologie. Cette symétrie, c'est ça, ici, le rôle de la morphologie. Il faut aussi une forme compressée, la plus compressée possible, pour que quand vous fassiez les différences, ça représente bien, vous soyez à peu près sur la même ligne de champ. Si vos yeux sont trop écartés, grosso modo, si je prends l'analogie avec le binoculaire, si vos yeux sont trop écartés, ce que je raconte n'a plus de sens. Bon, donc voilà, ça c'est des résultats un peu en simulation. Donc on voit avec cette loi que une sonde trouve un objet conducteur en remontant les lignes de champ, sachant que les lignes de champ elles-mêmes, elles bougent avec le robot, puisque ce robot, c'est lui qui produit le champ de départ qui est réfléchi par l'objet. Donc ici, c'était donc éviter des obstacles isolants et trouver un conducteur. Voilà. Bon, cette idée, elle peut être multipliée, complexifiée. Je donne ici un exemple. Si on ajoute des électrodes, ici j'ai pris deux autres électrodes, on dit le cou et l'épaule, je peux évidemment exploiter d'autres mesures. Alors typiquement, dès que j'ai deux anneaux, je peux avoir une information sur la profondeur. C'est-à-dire, imaginez que votre sonde la pointe vers un objet. Quand je m'approche de l'objet, la différence de courant entre la tête ici et le cou va me donner une information sur la distance, cette information de profondeur, la distance axiale entre la sonde et l'objet. Donc un peu comme un doigt. J'enfonce mon doigt dans quelque chose de la mousse au chocolat et je ressens j'ai une sensation de fraîcheur qui m'indique la distance de combien j'ai enfoncé, de quelle profondeur j'ai enfoncé mon doigt dans la mousse. Bon, c'est une image comme une autre, mais bon, voilà. Donc, la première indication de tout à l'heure, c'était gauche-droite. Comparaison gauche-droite, ça me permettait de m'orienter finalement. Et l'autre, ces informations venant des autres électrodes, là, vont me permettre aussi de dire à quelle distance je suis de l'objet vers lequel je me dirige. Donc, vous voyez que c'est des informations qui sont complémentaires et typiquement ce qu'on peut faire avec des commandes extrêmement simples, pas beaucoup plus compliquées que celles que j'ai fait voir tout à l'heure. Eh bien, ici, vous voyez la trajectoire d'une sonde. Donc, ça, c'est expérimental. On met un cube. La sonde trouve l'objet. Elle s'arrête puisqu'elle est face à l'objet. Elle ressent la distance qui le sépare. Elle commence à se détourner. Et puis, elle fait le tour de l'objet. Pareil ici, c'est la trajectoire d'une sonde qui tourne autour des parois de l'aquarium. Et puis ici, on a tout d'un coup rajouté une paroi amovible et on voit que la trajectoire se gauchit de manière à être toujours à peu près la même distance de cette paroi. On longe bien la paroi. Ici, vous voyez une manifestation en simulation. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, de ce type de stratégie. Donc, on va vers l'objet, comme tout à l'heure.
l'heure, avec la première loi, mais cette fois-ci, on s'en détourne au dernier moment et on fait le tour. Alors, quand on fait le tour, ça veut dire simplement qu'on enregistre les courants qu'on a eus au moment où on a commencé à s'en détourner, et puis on les maintient. Donc, c'est une espèce de mémoire. Donc, en fait, le capteur va lui-même trouver les vitesses qui doivent l'animer de manière à maintenir ces courants constants. On parle de commandes référencées capteurs. Ce sont des choses qui sont aussi connues en robotique non bio-inspirée. Mais disons que la bio-inspiration apporte d'autres éclairages sur cette affaire. Ok, maintenant je vais vous parler. Là, on a vu le sens électrique actif, c'est-à-dire j'émets mon champ et je récupère des champs. Alors, je regarde l'heure quand même. Waouh, je suis incroyablement bavard. Donc, il va falloir que j'aille beaucoup plus vite. Ok, donc je vais aller plus vite là. Oui, donc le sens passif, l'idée, une des opérations qui est difficile en robotique sous-marine, c'est de récupérer des robots. Et là, l'idée, c'est de créer des champs électriques de manière à les attirer, comme s'ils allaient suivre les rails de ce champ électrique, de manière à les récupérer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'opération docking. Donc, ce sont des choses qu'on a explorées. Je ne vais pas vous faire voir peut-être cette vidéo. Celle-ci, je vais aussi la passer parce que ce n'est pas si important. Bon, voilà. Donc, l'estimation de forme, c'est un autre sujet. Donc, là, je vais vous faire voir le poisson. Donc, un poisson, quand il cherche à reconnaître un objet, on voit qu'il effectue une véritable danse. C'est-à-dire qu'il est en train en permanence d'utiliser les couplages entre action et perception pour aller, comme je vous le disais, chercher de l'information, jusqu'à ce qu'il ait finalement un modèle un peu de l'objet en tête et qui fait que plus tard, il le reconnaîtra. Donc, le poisson, il effectue une danse. Donc, nous, on s'est intéressé à des objets beaucoup plus simples qu'un cube. Je vous ai dit que le cube, c'est l'un des grâles des problèmes inverses, des objets qui sont ellipsoïdaux. Et on a essayé d'exploiter ces stratégies alors, l'idée, donc, c'est de finalement, non pas de faire une danse, mais de se positionner par rapport à l'objet, et ce, sans aucun modèle. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va essayer d'équilibrer, encore une fois, les courants à gauche et à droite pour trouver un axe de symétrie. Donc, ça veut dire que le robot va s'aligner sur l'objet. Et une fois qu'il se sera aligné, ça veut dire qu'on sait déjà comment on est orienté par rapport à l'objet. Et on peut même montrer qu'on peut savoir quelle est sa distance par rapport à l'objet. Donc, ça veut dire qu'on a fait l'économie de la phase très difficile qui est la localisation de l'objet. Une fois qu'on sait où est l'objet par rapport au capteur, on va imposer une trajectoire. Et là, on est dans le repère du capteur, donc on voit l'objet et on peut utiliser un modèle pour faire ce qu'on appelle de l'estimation de la forme. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, autre sujet qui est important, j'ai dit et que l'on a exploré, j'ai dit que le sens électrique avait une modalité haptique, c'est-à-dire qu'on pouvait le voir comme un toucher, sans contact. Donc, c'est ce que l'on a fait et on a en fait implémenté le sens électrique dans ce qu'on appelle une boucle de retour haptique pour la téléopération. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller téléopérer avec un joystick, un bras, embarqué sur un ROV. Je vous rappelle que la catastrophe du Golfe du Mexique, il avait fallu plusieurs semaines juste pour visser une vanne à cause des conditions eau trouble, pétrole qui dégueulait du pipe, etc. etc. Donc l'idée, c'est d'assister ce type de manœuvre extrêmement délicate dans ces milieux difficiles grâce à une boucle haptique. Donc on va finalement équiper un robot du capteur électrique, créer un champ électrique omnidirectionnel autour de lui, et dès que ce champ va être en contact avec un environnement, le champ va se déformer, ça va être mesuré par les électrodes dont j'ai parlé, et on va traduire ces mesures en une force qui va par exemple émuler une espèce de ressort. Donc je vais ressentir la déformation élastique d'un corps invisible au travers de mon joystick que je manipule. Donc ici, je vais vous faire voir celle-ci. Donc vous voyez là, la sonde dont j'ai parlé tout à l'heure s'approche des murs de l'aquarium isolant et le joystick se réagit. Donc c'est la force qui est renvoyée, c'est cette déformation du champ électrique qui est traduite en force qui est renvoyée. Donc
celle-ci, je ne vais pas passer, c'est une espèce de doigt électrique qui permet de suivre les contours juste avec un joystick, et puis on occulte la scène et on peut continuer à faire le tour des contours des objets sans les toucher. Donc je vais parler un peu de la communication en essaim, puisque quand même le titre c'était Venise, et pour ceux qui aiment Venise, ils vont être frustrés. Donc c'est le dernier projet européen, le projet Subcultron, piloté par l'université de Graz, et c'est ce qui relève de ce qu'on appelle la robotique en essaim, en anglais Swarm Robotics. Donc en fait c'est l'intelligence collective de notre fourmi dont j'ai parlé, que l'on cherche à exploiter sur des colonies de robots cette fois-ci. Donc, on ne va pas mettre toute l'intelligence dans un type, les robots humanoïdes que vous voyez. C'est un paradigme complètement orthogonal qui consiste à dire que chaque robot est individuellement pas très intelligent, mais par contre, l'interaction de tous ces robots va faire émerger des comportements qui sont intelligents à l'échelle du groupe. Donc, c'était un swarm qui était hétérogène, c'est-à-dire constitué de 3 types de robots, de robots différents. Donc, en surface, on avait ce qu'on appelle les APAD ou nénuphars. Donc, c'est un projet un peu poétique. De ce point de vue-là, il n'y en avait pas beaucoup, 4 ou 5. C'était des stations qui récupéraient les données en surface, l'interface avec les hommes, et aussi qui permettaient de recharger les batteries des 2 autres types de robots. Le second, ce sont ce qu'on appelle les moules. Ce sont des espèces d'amphores qui sont au fond, qui sont capables de remonter et de descendre uniquement. Et il y en a une centaine. Et ce sont des petites usines à capteurs. Il y a plein de capteurs, des capteurs de turbidité, de température, de conductivité, d'oxygène, etc. L'idée était de traquer un phénomène qu'on appelle l'anoxia, qui est une espèce d'asphyxie des eaux de la lagune et qui agit sporadiquement et de manière localisée à des moments qu'on ne peut pas prédire, mais en général, c'est pendant les canicules, et qui mettent vraiment en danger l'écosystème de la lagune, qui est en général extrêmement agressé, réchauffement climatique, tourisme et industrie de la plaine du Pô. Et puis, entre ces 2 robots, naviguent des robots artificial fish. Donc, ces robots, ces 2 types, les moules et les poissons, là, sont équipés du sens électrique. Vous retrouvez ici les anneaux métalliques qui sont les électrodes, et puis tout le reste est en plastique. Donc pareil, anneaux métalliques. Donc ça, c'est l'émetteur, et puis ici, récepteur, gauche, droite, haut, bas. Et puis là, nord, sud, est, ouest. La difficulté maintenant, c'est que là, on est en groupe. Donc il ne s'agit pas qu'un seul robot soit seul, comme c'était le cas jusque dans nos travaux précédents. Donc il faut surtout organiser l'activité électrique collectivement. Donc l'amplitude, déjà, je n'ai parlé jusque-là que d'amplitude. Elle est utilisée pour la navigation uniquement. Maintenant, c'est d'ailleurs ce qu'on faisait avant, chercher des objets, éviter des obstacles, ce que je vous ai fait voir avant. Maintenant, la fréquence, elle, va être utilisée pour la communication. Donc il faut qu'on puisse communiquer, pas seulement naviguer, mais aussi communiquer. Et puis, il y a une grande règle qui est extrêmement, c'est ce que je vous disais au départ, on ne peut pas parler en même temps. C'est comme dans une foule, si chacun émet son champ électrique en même temps, alors les signaux sont inexploitables pour l'ensemble. Donc, il faut à tout prix observer la règle suivante, un seul robot, inclus lui-même, peut être actif dans la portée de tous les autres. Donc, si vous en avez une centaine, vous imaginez que ça peut être assez compliqué. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a utilisé encore une fois du bio-inspiré avec un algorithme de désynchronisation qui est inspiré des lucioles. Alors, les lucioles, c'est l'inverse. Elles synchronisent leurs émissions, leurs flashs, de manière à créer un gigantesque flash qui va attirer les partenaires sexuels de très loin. Donc, il y a un phénomène d'auto-synchronisation et sans qu'il y ait aucune horloge absolue, évidemment, aucune à l'heure, mais c'est simplement par interaction entre chaque individu, de proche en proche, qu'on arrive à se synchroniser. Donc, c'est ce que l'on a fait, sauf qu'ici, ce n'est pas la synchronisation qu'on cherchait, mais c'est au contraire la désynchronisation. Donc, je vais vous faire voir quelques résultats qui sont des résultats obtenus en aquarium. Bon, je ne vais pas... Bon, c'est l'évitement d'obstacles entre différents obstacles, et puis on va chercher, donc il y a des conducteurs, il y a des isolants, certaines moules que vous voyez ici sont des obstacles, considérées comme des obstacles tant qu'elles ne sont pas actives.
Hein, donc pour l'instant, là, je crois que les deux sont passives. Et puis, je ne sais pas si c'est sur cette vidéo, mais tout d'un coup, l'une devient active et le poisson va être attiré par la moule, s'agréger à elle, c'est-à-dire rester à ses côtés de manière à commencer la communication. Mais ce n'est pas sur cette vidéo. Là, apparemment, les moules sont toutes passives, donc considérées comme des obstacles que le poisson doit éviter. Là, ici, par contre, il y a agrégation puisqu'il y a communication, c'est-à-dire échange d'un message. Donc, ça veut dire que là, la moule est active, le poisson est passif et est attiré par la moule. Il va rester auprès d'elle à une distance qui est compatible avec la communication et il va échanger un message. Donc, on voit ici les messages qui sont codés en fréquences. C'est-à-dire qu'une fréquence haute, c'est un 1, une fréquence basse, c'est un 0, puis on échange un message binaire. Alors évidemment, là c'est simple, mais quand vous en avez beaucoup et que tout doit s'auto-organiser, parce que rien n'est planifié dans cette affaire, hein, évidemment on met les robots à des endroits différents, etc. Et on laisse le système s'auto-débrouiller. Et il faut que ça marche. Donc vous imaginez le nombre évidemment qu'on ne peut pas planifier, hein, et que c'est encore une fois ces concepts d'intelligence émergente le travail. Là, je fais voir un peu je crois que c'est un peu des images quand même de Venise. Mais ça va, il est 20h, donc je vais avoir une minute de retard. Bon, ma vidéo ne marche pas. Je n'aurais peut-être pas dû la démarrer si loin. Ah merde. Ouf. Là, j'ai fait une grosse bêtise. Là. Je vais revenir sur mes slides. Alors, oh là là, j'ai fermé mon... Alors, désolé, j'ai fait une bêtise. Et puis on va aller vite fait, donc je vais peut-être je la mettrai à la fin si pour prendre moins de risques. Et puis pour dire les dernières choses que j'ai à dire, on arrive au terme, hein, quand même. Voilà, des petites autres perspectives. Bon, ben, par exemple, aller chercher des objets, faire des cartes. Ici, c'est analyser les strates des boues industrielles. Ça, ce sont des choses qui sont... Il n'y a pas que les... envoyer des robots dans des boues, c'est quelque chose qui est très utile pour l'industrie et on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc ça, c'est un sujet d'avenir. Et enfin, un autre sujet d'avenir, c'est le sens électrique dans l'air. C'est-à-dire que dans l'air, il n'y a pas de courant électrique, mais il y a des champs électriques. Et là, vous voyez l'interaction d'un humain avec un robot extrêmement simple. Hein, donc tout ça coûte pas cher, ça se voit. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est que l'un des grands problèmes aujourd'hui en robotique, c'est que si on veut faire interagir les robots avec les hommes, tout en préservant leur sécurité, il faut que ces robots soient capables de ressentir la présence d'un homme et de s'arrêter évidemment, avant le contact. Alors, il se trouve que les tissus vivants sont électriquement très contrastés dans l'air. Hein, et ce sont les phénomènes que j'ai appelés capacitifs, c'est-à-dire c'est plutôt ces propriétés fréquentielles du début, là, la couleur pour les poissons. Hein, donc là, tout est en couleur, on va dire, dans l'air. Et ce sont des sujets donc, qui sont en cours d'études, enfin, surtout qu'on aimerait explorer dans l'avenir. Voilà. Si je vais m'arrêter là, puis si je relance mon truc, on verra. Ça marche. Ça marche. Parce que là, on l'entend plus bien. Ah. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'ai dépassé de 3 minutes et j'ai dû sauter quelques slides. Je m'en excuse. Merci beaucoup, Frédéric. Vous nous entendez ? Frédéric, oui, vous nous entendez? Super. Merci beaucoup. Effectivement, on a raté les 2 ou 3 dernières slides dont vous parlez.
Et alors, je vais peut-être vous proposer de les partager parce que j'ai surtout des questions à ce propos. Donc, vous avez bien complété la plupart des questions qui apparaissaient au fur et à mesure de la séance. Notamment l'électroperception chez les requins, pardon. Et puis il y avait cette question que je prends tout de suite du fait que vous venez de finir là-dessus, sur des idées de robots sous la terre avec le sens électrique. Alors, est-ce que vous voulez redévelopper un petit peu ce que vous venez de dire sur les bouts industriels, ou est-ce que vous aviez des slides sur les bouts industriels parce qu'on ne voyait plus votre présentation? Ah bon? On vous a perdu au moment de la vidéo. On a raté les 2-3 Là, dernières, mais vous pouvez là, nous j'ai les fait une repartager grosse. pendant les questions. J'avais pas remis le partage. Voilà, donc il nous manque, je vous dis, après la vidéo, Attends, la vidéo faut tout que je relance. qui s'est Cette arrêtée. vidéo apparemment me pose un problème. Ah oui, je suis vraiment désolé. C'est vrai, j'ai pas repensé à faire le. Alors attendez, excusez-moi. Où je suis. Ah, voilà. Partager. Alors attendez. Oui. Et oui. Donc là, j'imagine que vous voyez mon écran maintenant. Tout à fait, on voit votre PowerPoint. Voilà. Et donc, on s'est arrêté à la vidéo ici, juste après la... Alors, celle-ci, je ne la repasse pas. Hein. Ça, c'est le film sur Voilà. Venise, mais apparemment, elle est toxique. Je ne sais pas pourquoi, elle est trop grosse, peut-être. Voilà les bouts. Ça, ce sont des... Donc ça, c'est des travaux qu'on a fait pour Areva. Donc c'est des bouts, vous imaginez ce qu'il peut y avoir dedans. Celles-ci, évidemment, ne vous en faites pas, elles sont tout à fait inoffensives. Et là, l'idée, c'était d'envoyer un robot dans ce bac pour aller faire des analyses. Et puis, vous voyez qu'il y a des strates. Hein, et donc, de faire une espèce de cartographie des strates. Mais on peut, par exemple, mettre un objet conducteur, par exemple, et puis aller le retrouver. Donc, il y a pas mal de bacs comme ça, je dirais, de bouts dont on n'a pas les cartes dans l'industrie, et en particulier dans le nucléaire. Et donc, c'est une des possibilités. Hein, dans ce type de situation, les bouts industriels, on va dire, au sens large, eh bien, le sens électrique, là, est tout à fait adapté. On est capable de... Pour lui, c'est l'idéal. Hein. C'est-à-dire, c'est un sens plus le milieu, il faut que le milieu soit aqueux, et plus il est boueux, comme ça, opaque, et plus il est confiné, plus il est heureux, en fait. C'est un sens qui procède vraiment à rebours de... Et puis, la deuxième application que vous n'avez pas vue, alors, du coup, c'est dans l'air. Voilà. Donc ça, c'est un projet, vous voyez, quand je dis c'est cheap, ça a été fait avec des étudiants. C'est pas compliqué, ça ne retire rien à leur mérite. Hein. Et là, l'idée, c'est d'équiper des robots manipulateurs de ce sens électrique dans l'air, de manière à créer une espèce de bulle autour d'eux, une bulle invisible, hein, ce corps dont j'ai parlé, qui est un corps invisible, un corps électrique, et d'avoir des lois de commande, un peu comme les lois de tout à l'heure, pour éviter les obstacles, qui vont faire en sorte que ce corps électrique rebondit sur un obstacle avant de le toucher finalement. Donc il faut voir le champ électrique comme un corps immatériel, invisible, et avec des lois de commande qu'on appelle réactives, eh bien on est capable de rebondir en effet sans qu'il y ait eu aucun contact. Donc c'est vraiment la modalité haptique du sens électrique qui est exploitée ici dans l'air. Et comme je disais, les tissus vivants, j'aurais pu faire voir des vidéos que je n'ai pas eu le temps de montrer, où quelqu'un met un bras dans la piscine et le robot vient chercher puis suit le bras. Les êtres vivants, comme je l'ai dit avec les requins, sont ils sont électriquement très contrastés. Donc, y compris dans l'air, bien que dans l'air, le sens électrique pratiqué par la nature, il n'y a pas grand-chose. On a découvert que les bourdons
étaient sensibles au champ électrique, parce par exemple, ça leur permettait, les fleurs, quand elles n'ont pas été visitées par un bourdon, elles sont polarisées. Hein, la fleur par rapport à la terre, elle est polarisée. Et quand elle est visitée par un bourdon, elle se dépolarise. Et du coup, un autre bourdon qui est sensible donc au champ électrique ne visitera pas une fleur déjà visitée. Donc on a découvert ça. Ça c'est quelque chose. Et puis l'ornithorynque aussi utilise le sens électrique dans l'air. Il y a quelques espèces assez remarquables qui utilisent le sens électrique dans l'air. Mais pour l'instant, c'est pas tellement connu et c'est plutôt des exceptions. En même temps, quand les chercheurs ont découvert le sens électrique dans des poissons électriques actifs, là dont j'ai parlé, c'est dans les années 50, donc c'est très récent. Et ça fait une révolution. Hein. C'est un peu comme découvrir que les chats sont télépathes. C'est pas tous les jours que la biologie découvre un sens nouveau. Hein. Donc vous voyez que c'est très récent, du point de vue d'histoire des sciences, les années 50. Donc bon, on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Les animaux nous étonnent. Ils disparaissent plus vite d'ailleurs qu'ils ne nous apprennent ce qu'ils sont. Mais bon, après ça, c'est une autre histoire. Merci. On imagine des applications concrètes sur les robots industriels ou autres. On a une question sur des applications potentielles dans le domaine de l'aide au handicap physique. Est-ce que vous avez des idées ou des avancées à transmettre ? Moi, j'ai jamais vraiment réfléchi à ces sujets, mais par contre, de toute façon, faire rentrer des robots dans un monde, dans nos univers là, domestiques, ça veut dire que les robots doivent complètement changer par rapport évidemment, à ce pourquoi ils ont été faits dans les années 80-90, c'est-à-dire la robotique industrielle. Ce sont des robots qui sont évidemment lourds, dangereux. S'il y a une mauvaise décision, un geste, une instabilité d'une commande, etc., vous imaginez ce que ça peut occasionner sur un être humain. Donc aujourd'hui, il y a tout un champ de la robotique qu'on appelle la robotique molle, qui vise à faire des robots qui soient finalement aussi tendres, entre guillemets, que les êtres vivants et qui soient capables d'interagir avec nous. Vous voyez que le sens électrique, quand je parle de ce corps immatériel, eh bien, c'est quelque part un robot mou avec une raideur, ça a une élasticité qui dépend de la commande. Hein, donc, ce sens peut être une perspective pour faire rentrer, alors non pas pour aider directement les handicapés, mais pour faire rentrer des robots dans notre quotidien. Hein? Est-ce qu'on peut même aller plus loin et vous demander cette forme de biomimétisme? Est-ce qu'on peut l'imaginer en lien avec l'humain augmenté? Est-ce qu'il y a des liens qui ont été envisagés ou dans ce domaine-là? Alors, je suis tout à fait hermétique à ce genre de... Très bien, j'ai une autre question sur... Ça ne m'intéresse pas du tout. Excusez-moi, mais je vous en prie. L'homme augmenté ne m'intéresse pas. J'ai une question plus... Je ne le prenais pas mal, mais ça me... Voilà, je trouve ça... Enfin, je veux dire, ce rêve-là de prométhéen et ce mépris du reste du vivant au nom de l'anthropocentrisme, voilà. Donc là, par contre, ça me... Désolé. Nous entendons. On pourrait me poser une question encore plus grave. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous nous entendez? Oui, oui. J'ai une question encore quelquefois qui m'est posée, qui est encore plus... qui me blesse encore un peu plus, qui est oui, c'est très intéressant la biorobotique. Je vois que vous avez étudié le vol des insectes. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait remplacer les insectes butineurs par des drones? Évidemment que, enfin voilà, si vous me posez cette question, c'est pareil. Je vais pas. Vous avez bien compris avec mon premier slide que mon but, c'est de recentrer un peu notre façon de voir le monde sur l'animal. Hein? Et alors, dans l'idée voilà, donc je pense que nous sommes des animaux, nous ne sommes pas des créatures divines. Et ce rêve de s'extraire de la nature, on voit bien d'ailleurs qu'elle nous rappelle à elle, je ne m'en réjouis pas, hein. Mais enfin voilà, il y a l'humilité, je pense que c'est quelque chose. Quand on fait de la biorobotique, on ne peut être que humble
parce que quand on voit ce que sont capables de faire, c'est n'importe quel animal d'ailleurs, il suffit de s'y pencher et de l'étudier. Et si on essaie de le reproduire avec un robot, on en est extrêmement loin. Donc ça force l'humilité. On est obligé d'être humble. Voilà, donc désolé, je ne pourrais pas répondre à ça. Merci. J'ai une question qu'on peut lire en évitant le sens d'imiter ou de reproduire. Pour mieux comprendre les mouvements collectifs, les réactions collectives type les bancs de poissons, est-ce que le sens électrique joue un rôle là-dedans dans la compréhension de ces modèles? Oui, alors là, ce sont des choses qu'on aurait aimé. C'est difficile. Oui, certainement. Enfin, en tout cas, pour ces poissons qui sont électriques, c'est sûr qu'ils utilisent le sens électrique pour s'organiser en banc, pour nager en banc. On aurait aimé étudier ça. On n'a pas pu. On n'a pas eu le temps. Ce que je peux dire, c'est qu'il existe un autre sens, qui est aussi une forme de sixième sens, mais qui ressemble un peu plus au toucher, celui-ci. C'est ce qu'on appelle la ligne latérale. C'est-à-dire que les poissons ont développé un autre sens, qui est plus mécanique, celui-ci, hydromécanique, on pourrait dire. Si vous voyez un poisson, typiquement, souvent, il a une ligne au milieu qui le traverse. Par exemple, vous prenez un saumon, il y a une ligne colorée qui va de part en part, qui coupe le poisson en deux, le haut et le bas. Cette ligne, dessous, vous avez un petit tuyau dans lequel l'eau circule, et dans ce tuyau, vous avez des vibrisses, des poils, finalement, et quand le poisson s'appuie sur le fluide, ça accélère l'eau dans ce tuyau, et les poils le ressentent. Et donc, c'est traduit, cette accélération de l'eau dans le tuyau, et donc de la pression sur le fluide, elle est traduite de manière électrique dans le système nerveux du poisson. Et ce sens, c'est aussi un sens à distance, un peu comme le sens électrique. D'ailleurs, du point de vue de l'évolution, il y a probablement l'un à bifurquer vers... Enfin, il doit y avoir eu des choses, des hybridations, je ne sais pas. Mais voilà, ce sens qu'on appelle la ligne latérale, lui, par contre, qui permet au poisson de ressentir à distance la présence d'un objet, d'une autre manière, cette fois-ci mécanique, eh bien, lui, il est éminemment utilisé par les poissons, cette fois-ci pas seulement les poissons électriques, pour naviguer en banc. Donc, comme ces deux sens étant très proches, c'est sûr que le sens électrique, pour les poissons qui le sont, va jouer des rôles probablement similaires. Je ne pourrais pas en dire plus après. Mais c'est intéressant, ça. Il y a c'est tout un domaine encore. Nous, c'est vrai que l'on aurait aimé étudier ça, en simulation sur des centaines de poissons, etc. Mais en fait, on avait des objectifs qui étaient vraiment de communiquer avec quelques robots, implanter des algorithmes, aller jusqu'à des expérimentations. Donc, ce sont des choses qu'on aimerait explorer dans l'avenir, on va dire. Je ne sais pas si c'est... Enfin, je vous dis ce que je peux vous dire. C'est très intéressant comme sujet. Merci beaucoup. Je vous ai transmis les questions que nous avons reçues sur YouTube. Est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose, dire le mot de la fin, ou c'est bon pour vous? Bon, je m'excuse pour l'homme augmenté, mais c'est tout. C'est avec plaisir. Merci en tout cas pour tout ce contenu très intéressant. Merci de vous être joint à nous ce soir. Je remercie également mes collègues en régie et mon collègue sur le chat avec nous ce soir. Je vous remercie tout le monde en ligne, auditeurs et auditrices, d'être restés avec nous jusque-là. Et je vous propose de nous retrouver jeudi prochain, jeudi 21 janvier, pour découvrir un autre robot bio-inspiré d'une fourmi, justement, vous en parliez tout à l'heure, d'une fourmi du désert qui s'oriente grâce à la lumière du soleil. Nous retrouverons pour ça Stéphane Violet et Lorraine Camilli. Donc, je vous remercie de nouveau. Merci Frédéric. Passez une excellente soirée à toutes et à tous. À jeudi prochain. Bonsoir.